Bonjour tout le monde. Alors, c'est parti. Est-ce qu'on a déjà des personnes qui sont dessus? Trop bien. Bon, je vois. Ok, trop cool. Ça y est, ça arrive. Je vois les bonjours apparaître. On va juste vérifier pendant 1 ou 2 minutes que tout le monde nous entend bien. Est-ce que le son est ok pour tout le monde? Super. Ça a l'air d'être pas mal. Génial. Bienvenue à tous sur ce nouveau webinaire où on va parler de conversion et de rétention. On va parler gros sous aujourd'hui pour essayer de transformer votre boutique en ligne en une vraie machine à vendre. Je vais laisser Antoine et Jérémy se présenter et puis on va pouvoir enchaîner ensuite. Super. Vas-y Jérémy, je te laisse la parole. Merci Antoine, ravi de participer avec vous, avec Kiliba et OnePilot à ce webinaire. Donc pour me présenter, je suis Jérémy, un des 2 cofondateurs de Just, solution d'achat en un clic française. Ça marche. Super. Et du coup, je vais me présenter aussi. Bonjour à toutes et tous, ravi de vous voir. Moi, je suis Antoine, General Manager chez OnePilot, qui est une solution d'externalisation du support client. Et moi aussi, je m'appelle Antoine. On n'a pas fait dans l'original. Et je suis Head of Sales de la solution de marketing automation Kiliba. Alors, on va passer. Hop. Attendez, on a un petit problème de presse. Non, c'est bon. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Parce que j'ai eu l'impression d'avoir un truc qui a sauté. Si vous pouvez juste me valider ça dans le chat. Génial. Je vais passer la parole à Antoine, du coup, qui va vous parler un petit peu des indicateurs. Yes, merci beaucoup Antoine. Du coup, on a mis ici quelques indicateurs en fait qui nous semblaient importants à monitorer sur votre boutique en ligne. Vous avez différents indicateurs, des marketing, des commerciaux et quelques indicateurs sous-cotés. On va vous les détailler un peu plus en détail tout au long de la présentation, notamment un qui n'est pas forcément celui que tout le monde monitore, mais dont Jérémy est expert, qui est le Checkout Conversion Rate. Et du coup, je vais laisser la parole à Jérémy pour vous présenter ça un peu plus en détail. Merci beaucoup Antoine. Je suis ravi de commencer à échanger avec vous. Effectivement, à l'origine, quand on a voulu faire ce webinaire ensemble, on s'est demandé aussi ce qui était finalement les sujets un peu chauds du moment côté e-commerçant. Et c'est vrai que globalement, tous les sujets d'optimisation du parcours d'achat le sont, avec notamment pas mal de sujets intéressants en ce moment à voir. Alors, est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Voilà. Avant de vous parler un petit peu de comment optimiser son parcours d'achat, j'aimerais un petit peu revenir sur un contexte un peu historique qui est l'achat en un clic d'Amazon. Alors, pour vous donner aussi un peu de contexte, moi, je vous ai dit, je suis un des 2 cofondateurs de Just. Just, c'est une solution du coup d'achat en un clic française qu'on a créée en 2021 avec Benjamin. Avec qui on travaille aujourd'hui. On travaille avec notamment plus de 350 marques sur l'expérience utilisateur. Et voilà, comme c'est indiqué sur cette slide aussi, on a aussi de plus en plus de consommateurs qui utilisent notre solution. Ce petit rappel aussi sur Just, c'est aussi pour vous amener là où tout a commencé, à savoir Amazon. Si on peut revenir sur la slide. Voilà. Donc en fait, pour tout vous raconter, le one click, l'achat en un clic, c'est une technologie qui avait été brevetée en 99, donc ça remonte quand même à pas mal de temps, par Jeff Bezos et ses équipes. Donc à l'origine, une vraie volonté de réduire les frictions lors du checkout et de proposer une expérience assez dingue dès le départ, à tel point qu'elle a été brevetée, ce qui me paraît un peu dingue aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a été un tournant majeur dans l'histoire d'Amazon et du e-commerce de manière générale, puisqu'en fait, ils ont réussi à lever les frictions
qu'on observe encore aujourd'hui chez la plupart des marchands, hein, mais eux l'utilisent encore sur mobile, sur desktop avec le swipe for checkout. Et depuis 2017, du coup, cette fin du brevet dans le domaine public a ouvert les portes finalement au D2C qui désormais peuvent bénéficier des mêmes outils de conversion que les géants du e-commerce. 20 ans plus tard, du coup, alors ça, je suis toujours assez surpris quand je discute avec des marques qui parfois ne comprennent pas forcément l'intérêt du one-click. Ce qui est en revanche, pour être le plus pragmatique possible, aujourd'hui, Amazon utilise encore 25 ans plus tard le one-click checkout. Ça représente 45% des achats sur mobile via le one-click. Les statistiques qu'on a pu avoir de la part d'Amazon, c'est que ça augmente chaque année leur conversion de 38%, et que forcément, ça a un impact sur le nombre de returning customers, qui est un peu le Graal pour tout e-commerce. C'est la capacité, évidemment, à faire revenir son client sur son site, et ça, forcément, ça diminue le coût d'acquisition du client, et ça permet finalement d'accélérer la conversion. Et donc, du coup, 20 ans plus tard, on a encore cette solution qui est poussée par Amazon chez les e-commerçants, mais désormais, c'est possible aussi de la rendre disponible pour tout le monde. Aujourd'hui, finalement, c'est aussi la raison pour laquelle on a créé Just, hein, pour ne pas vous cacher, c'est qu'en fait, la plupart des marques avec qui on discute observent qu'on des taux de conversion sur mobile qui sont faméliques, en dessous de 1% pour la plupart des marques avec qui on discute. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, un achat sur mobile, moins d'une personne sur 100 qui arrive à payer, ça relève du miracle. D'accord ? Pourquoi ? C'est assez intéressant de se pencher sur les raisons de pourquoi c'est aussi compliqué d'acheter sur mobile. D'abord, il faut savoir que les usages du mobile ont bien changé. Un temps de checkout moyen, ça dure 3 minutes, et forcément, dans ces 3 minutes, on est forcément susceptible d'être interrompu par une notification. Et donc, on est beaucoup moins concentré, il y a beaucoup moins une volonté d'aller finaliser l'achat, tandis que sur des appareils un peu plus classiques comme l'ordinateur, quand on est sur notre ordinateur, il y a une vraie volonté d'aller jusqu'au bout. C'est aussi pour ça que les taux de conversion sur le desktop sont supérieurs encore aujourd'hui à ceux sur mobile. Et puis, il y a aussi des aléas techniques qui sont notamment les suivants. C'est qu'aujourd'hui, on a plus d'une personne sur deux qui va quitter le site avant d'acheter lorsque le temps de chargement est supérieur à 3 secondes. Donc, je vous laisse imaginer les moments finalement dans lesquels vous, en tant que consommateur, parce que j'imagine qu'on l'est tous un peu ici, décidez d'acheter depuis votre mobile. Ça va être dans ces petits moments de vie comme être dans le métro avant de dormir. Et donc, c'est des moments où, en fait, on n'a pas forcément... on est forcément interrompu à un moment donné, ou par exemple dans le métro, la connectivité n'est pas bonne. Et donc, ça, c'est des gros freins à la conversion sur mobile. Voilà. Slide suivante. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai aussi j'ai pas forcément envie de vous parler de Just et de ce qu'on fait. J'en parlerai peut-être rapidement à la fin. J'ai surtout envie de vous sensibiliser un KPI qui est largement sous-estimé aujourd'hui encore par de nombreuses marques, en tout cas par les marques grandissantes. On va dire que les entreprises qui sont staffées, équipées d'équipes e-commerce assez robustes ont l'habitude de le voir. Mais en revanche, je pense que le taux de conversion du checkout, c'est un KPI qu'il ne faut pas négliger. Alors, on a voulu vous dire comment, en fait, finalement, calculer ce KPI. C'est très simple. Aujourd'hui, on a l'habitude d'analyser le taux de conversion comme étant le nombre d'achats sur le nombre de visiteurs. Tandis qu'aujourd'hui, l'intérêt d'analyser ce KPI, qui est le Checkout Conversion Rate, que nous on appelle le CCR, c'est le nombre d'achats sur le nombre de checkout initiés. Et le nombre de checkout initiés, vous l'avez compris, c'est lorsqu'un consommateur a ajouté un article à son panier et décide à ce moment-là d'avancer dans le checkout. Et donc, c'est assez dingue de se rendre compte que dans tout le funnel d'achat, on a de la déperdition, que ce soit à la page d'information personnelle, que ce soit à la page de livraison, que ce soit à la page des moyens de paiement, que ce soit à la page du 3DS. En fait, un checkout aujourd'hui, c'est composé de multiples pages. La création de compte aussi en fait partie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez normalement une déperdition. Plus vous avancez dans le checkout, plus il y a une déperdition. Et c'est ce qu'on a voulu représenter dans le schéma qui était juste avant, pardon, où vous pouvez en fait, notamment là, c'est une capture d'écran de Shopify, où vous pouvez finalement, en tout cas, Shopify propose
d'analyser le funnel de checkout, et je vous recommande, si vous êtes sur Shopify ou même sur un autre CMS, PrestaShop le propose également, vous pouvez décortiquer votre checkout et vous concentrer sur des indicateurs qui ne trompent pas au niveau du checkout. Alors, puisqu'on parlait de checkout, c'est assez dingue. Une fois l'étape panier passée, il y a à peu près 70% de consommateurs qui ne vont pas jusqu'au bout sur desktop et plus de 85% sur mobile. Voilà, c'est des stats qui font peur. Ça veut dire que globalement, un utilisateur qui a l'intention d'acheter, qui va jusqu'à la procédure de checkout, ne finit par pas acheter en moyenne dans 80% des cas, ce qui est un gouffre pour les marques, puisque comme vous le savez, et j'imagine qu'il y a des marques ici présentes, que les coûts d'acquisition sont devenus de plus en plus chers, et que ça fait mal finalement aux finances de perdre autant d'acheteurs potentiels à ces étapes qui devraient être les plus simples, puisqu'elles sont aujourd'hui, on est aujourd'hui capable de proposer des expériences souhaitées par les consommateurs et qui performent. Alors, ce qu'on essayait d'expliquer juste avant, c'est de comprendre ce qui se coince sur mobile. Globalement, aujourd'hui, si je vous demande c'est quoi une expérience qui vous plaît, vous allez probablement dire Amazon, je la trouve dingue. Je ne sais pas Antoine, les deux Antoine, ce que vous en pensez. Mais globalement, quand on pense expérience d'achat, on pense Amazon. Vous pouvez me contredire, ou peut-être que vous avez d'autres exemples d'entreprises qui proposent de bons parcours d'achat. C'est vrai que c'est les plus, non seulement les plus connus, mais les plus utilisés, que ce soit en perso ou quand on discute avec des e-commerçants, on a souvent le ratio Amazon. C'est oui, mais Amazon font comme ça, pourquoi vous ne faites pas, etc. C'est très souvent le genre de réflexion qu'on a, effectivement. Okay. Et même au-delà d'Amazon, parce que j'ai l'habitude de raconter aux personnes que je rencontre, et je pense que c'est le cas avec vous aussi, c'est qu'on est plus ou moins de la même génération, et qu'on a finalement grandi, évolué avec des solutions comme Lydia, Revolut, les Uber, les Deliveroo, Doctolib, qui nous permettent de faire un innombrable nombre de choses en quelques secondes. Commander un VTC en quelques secondes, commander sur Deliveroo en quelques secondes, prendre un rendez-vous pour un vaccin lors de l'épisode Covid en quelques secondes, et finalement, la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est acheter en ligne, sauf sur Amazon. Et la raison, c'est très simple, c'est que toutes ces expériences que j'ai citées, elles ont des parcours d'achat qui sont mobile first. C'est-à-dire qu'elles ont été créées avec un fonctionnement in-app, ce qui n'est pas le cas de tous les sites e-commerce hors Amazon et potentiellement Zara, Zalando et ces grandes marketplaces e-commerce. Et donc, le problème, ce qui ne va pas, c'est que les parcours d'achat e-commerce ne sont pas adaptés à l'usage des consommateurs aujourd'hui. Elles impliquent de faire énormément de scrolling. Scrolling, c'est le fait de descendre vers le bas en permanence. Vous n'avez pas ça sur ni Amazon, ni Uber, ni Deliveroo. Je peux citer Choose, qui a une expérience assez incroyable aussi dans la mode. Il n'y a pas de scrolling. Il y a des temps de chargement qui sont longs. Il y a des formulaires interminables. Et il y a un nombre aussi de champs, plus de 20 parfois à remplir, qui perdent finalement les consommateurs que nous sommes tous dans le checkout, et particulièrement sur mobile. Voilà. Si vous partagez ça, mais... Ouais, totalement. Ouais. Ok. Donc, nous, on n'a pas trop envie de parler de Just, mais vraiment d'essayer de vous aider tous en ligne à mettre en place des quick wins qui peuvent vous permettre d'améliorer votre parcours d'achat. Déjà, primordial, c'est d'éviter la création de compte. C'est de réduire au minimum le nombre de champs à remplir de 10. C'est d'afficher le prix du panier, les codes promo tout au long du process. Et c'est aussi de mettre en place des sites clairs et visibles en permanence, et pourquoi pas de le rendre sticky. Vous savez, c'est le bouton qui reste en permanence sur le parcours d'achat et qui permet au consommateur de savoir où est-ce qu'il va dans le funnel. Voilà. Alors effectivement, dans le one-click, on retrouve toutes ces choses-là. Je vais pas y revenir. On peut y aller, c'est pas grave. Et puis globalement, ce que je voulais vous dire, c'est que une expérience d'achat satisfaisante, en fait, ça fait partie des éléments qui sont nécessaires pour fidéliser votre communauté.
Tout à l'heure, Antoine de Kiliba va vous présenter un petit peu ce que fait Kiliba sur notamment l'emailing. Tous ces éléments-là font partie des éléments nécessaires pour fidéliser votre communauté. Tout à l'heure, on disait que pour avoir des returning customers, qui est le Graal en e-commerce, il faut être capable de bien fidéliser sa communauté. Et donc, vous avez ci-dessous des éléments qui permettent, qui sont des leviers de fidélisation, et l'expérience d'achat en fait partie. On va avoir des choses un peu plus concrètes sur la slide suivante. Mais globalement, ça, c'était des exemples tout au long du parcours d'achat, en fait, que ce soit avant, pendant et après. On a des éléments qui peuvent permettre de réassurer le consommateur. Donc, par exemple, sur la homepage de Merci Andy, on a un ADN de marque assez fort, assez immersif. On a, en fait, pendant l'achat, que ce soit chez Kabaya ou Bonsoir, des tunnels de vente qui sont très complets, avec à la fois des product pages clairs, des invitations, une visibilité assez claire sur le délai de livraison, des méthodes de paiement diverses proposées, et tout ça contribue à renforcer l'expérience d'achat, en tout cas sa performance. Le one-click en fait partie également. D'ailleurs, on accompagne les Secrets Loli que vous voyez sur cette slide ici et qui est un de nos clients. Et enfin, pour terminer, après l'achat, c'est la partie service client dont vous en dira un peu plus Antoine, cette fois-ci de OnePilot, qui accompagne Balzac notamment pour avoir un service client au top. Voilà. Super. Merci Jérémy. Effectivement, je sais que c'est un petit peu compliqué pour tout le monde de se retrouver entre les deux Antoine, mais on va s'en sortir. Merci pour la transition, Jérémy. Il y a un des éléments dont tu as parlé dans ta présentation qui m'a beaucoup marqué. On n'en avait pas parlé avant, mais c'est effectivement la différence du coût entre l'acquisition et la fidélisation. Donc là, comme on va parler de rétention et comment convertir en ayant des clients, bah forcément, on parle toujours de fidélisation. Donc, il n'y a rien pour, entre guillemets, acquérir des nouveaux clients. Mais effectivement, le fait de simplifier le parcours d'achat en entrée va forcément améliorer l'expérience d'achat. C'est ce que vient de nous expliquer Jérémy. Et après, une fois qu'ils sont dans notre escarcelle, dans notre base de données, bah, comment on fait pour continuer de les faire convertir, les garder, bien entendu, mais continuer de les faire convertir sans mettre trop de pression dessus. Et pour ça, ben, vous le savez, y a différentes manières de fonctionner. La manière la plus rentable aujourd'hui, et c'est celle qu'on a choisie chez Kiliba, parce que c'est non seulement la manière la plus rentable, la plus facile et la plus utilisée par nos clients, c'est l'emailing. Et donc, quand on va parler de marketing automation, aujourd'hui, en tout cas dans ma partie, on va parler exclusivement d'emailing. D'accord. Donc, on ne va pas parler de SMS, d'omnicanalité, mais c'est vraiment sur l'emailing. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour proposer un premier sondage, savoir si, qui a déjà mis en place une stratégie de marketing automation parmi les gens qui nous écoutent, pour voir un petit peu. Quand je parle de stratégie de marketing automation, je parle bien entendu d'au moins 5 ou 6 scénarios en place avec du ping-pong entre les différents scénarios et une interdépendance. OK ? Ce que je vais vous expliquer, c'est la différence d'abord entre, entendez-moi bien, la newsletter et l'emailing. Souvent, quand je discute avec des clients, on se retrouve à avoir une discussion un peu de sourd, de dire non, mais si, j'ai 8 scénarios de newsletter. Et donc, le langage est important dans ces moments-là parce que forcément, une newsletter étant une lettre d'information, elle nécessite un abonnement. Et que ce soit côté légal, côté stratégique, côté marketing, côté contenu, en fait, on ne va pas du tout avoir les mêmes objectifs avec un email envoyé en one-shot, avec un contenu rédigé par quelqu'un, quelqu'un en marketing ou par un webmaster ou par soi-même. La plupart du temps, les e-commerçants, ils sont quand même livrés à eux-mêmes. Et surtout, on va, à partir du moment où on envoie à plus d'une centaine de personnes le même email, on peut parler d'emailing de masse. D'accord ? Et donc, l'emailing de masse, ça apporte des résultats, on va le voir après, qui sont assez faibles. Donc, quand on réussit à faire du marketing automation, c'est qu'on réussit à réagir au contenu, au comportement de nos membres sur le site.
Si le comportement a été travaillé au préalable grâce à des entreprises comme Just pour faire des one-click hyper rapidement, pour avoir des achats qui se font hyper facilement, on a en plus de ça une combinaison qui va nous permettre d'aller améliorer l'expérience client un maximum. Je vois qu'il y a quelques questions sur le chat. N'hésitez pas à en poser beaucoup. On va les prendre, on les met de côté et on vous y répondra soit à la fin de notre présentation, soit par email un petit peu plus tard. Okay. Donc, quand je parle du marketing automation, bien entendu, je ne parle pas de newsletter, mais je parle quand même d'une stratégie qui est en place aujourd'hui dans pas mal d'entreprises, même si elle ne fait pas l'unanimité parce que les résultats sont assez difficiles à avoir et qu'on arrive à avoir des 4-5% de mieux en termes de statistiques. Par exemple, sur les, on parlait des KPI tout à l'heure. En termes de KPI, on sait très bien qu'en marketing, on va parler surtout d'ouverture et de clics, mais il y a aussi et surtout le temps qu'on va réussir à gagner parce que je n'ai pas à préparer d'email. On va parler de conversion parce que c'est le sujet, donc le chiffre d'affaires que j'ai réussi à générer. Et puis, on va parler aussi quelque chose qui est très difficilement monitorable, d'image de marque. C'est-à-dire à quel point je saoule mes clients ou pas pour avoir du chiffre. Et donc, c'est toujours cet équilibre qu'il faudra trouver. C'est à quel moment c'est le bon moment, justement, d'envoyer une communication pour ne pas paraître trop invasif. Quand je suis dans des groupes et que je pose la question qui aime recevoir des emails, j'ai absolument zéro main qui se lève. Et pourtant, quand je pose la question à des e-commerçants qui envoient des emails, j'ai 100% des mains qui se lèvent. Donc, ça montre bien une chose, c'est que les emails sont utiles, sont importants. Les résultats, avec le peu d'emails qu'on envoie et de manière assez brute, sont très bons. Malheureusement, ça reste encore un sujet sur lequel il faut, on va dire, rendre ses lettres de noblesse. Et pourquoi c'est difficile à faire et difficile à faire correctement ? Parce qu'il y a énormément, c'est une prise de tête à chaque fois qu'il faut mettre en place une stratégie de marketing automation. Et c'est vrai dans beaucoup de domaines, mais dans le marketing automation particulièrement parce que il y a différentes équipes qui doivent discuter entre elles. Alors, on a tous les blagues entre les commerciaux, les marketeurs et les techniques. On sait très bien qu'ils ne parlent pas le même langage. OK, une fois la blague passée et les mêmes sur Facebook passés, qu'en est-il de la réalité et qu'en est-il de la performance qu'on va appliquer à notre stratégie derrière ? Il va falloir faire parler notre data, il va falloir faire parler notre technique et il va falloir faire parler l'intelligence marketing qu'on arrive à avoir dans nos équipes. D'ailleurs, je pense que c'est à peu près le même sujet dans beaucoup d'éléments. Et je me souviens avoir échangé avec Antoine sur OnePilot. Antoine, toi, c'est quoi la partie technique la plus compliquée à avoir pour mettre en place ta stratégie de rétention ? La partie technique la plus difficile à avoir pour la stratégie de rétention, nous, ça va vraiment être choisir le bon outil qui va te permettre de vraiment comprendre le comportement de ton client. Ça passe pour beaucoup, moi je le vois quand on en parle, c'est avoir des outils qui vont être adaptés en fait à ta clientèle. Par exemple, des solutions qui sont top comme Gorgias pour un outil de ticketing qui va te permettre de synchroniser tous tes canaux et du coup d'avoir tous les différents points de contact pour le même client qui vont être au même endroit. Ouais. Ouais, t'as dit le mot-clé un petit peu, c'est la partie synchronisation. Souvent, c'est le fait d'avoir vraiment toutes les datas au même endroit qui se parlent et qui finalement interviennent sur nos bons KPI. Et une fois qu'on a fait ça, ok, trop bien, on a réussi à travailler en 6 mois la mise en place de toute ma base de données avec mes bases de données à plat ou en base de données relationnelles en fonction de la complexité et de la taille de ma database. Mais une fois que j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais ? Et c'est là où on va aller traiter sur de l'algorithmie, et c'est là où on va aller chercher du scoring, et c'est là où on va aller chercher de la finesse marketing, notamment dans les communications. Et donc la finesse marketing, on peut aussi en rajouter avec de l'IA. Et c'est ce qu'on, j'allais être très modeste, j'allais dire c'est ce qu'on a essayé de faire avec Kiliba, mais finalement c'est ce qu'on a réussi à faire parce que on a réussi à diminuer le temps d'implémentation d'une stratégie de quelques mois, voire parfois quelques années, mais
on ne va pas exagérer, quelques mois la plupart du temps, c'est 6 à 7 mois pour 5 à 6 scénarios de marketing automation en place avec un scoring RFM, à quelques minutes. Et on parle de 45 minutes d'implémentation pour Kiliba. Et donc, c'est pour ça que je parlais du KPI le plus important, qui est, selon moi, un KPI ultra sous-coté, qui est le temps d'implémentation d'un outil. Pendant 6 mois, j'ai rien, ou pendant 6 mois, j'ai un outil. Que mon outil soit bon ou mauvais, en soi, j'ai déjà quelque chose de bon. Et en plus, quand on arrive à mettre de l'IA, eh ben, on arrive à avoir une solution qui va permettre d'envoyer le bon produit aux bonnes personnes, au bon moment. Et c'est exactement ça qu'on cherche à faire à chaque fois. Donc, on cherche à retirer finalement la spécialisation des métiers pour avoir un outil qui va combiner toute la réalité de la data et envoyer des communications au meilleur moment. Les outils dont je parlais, vous les connaissez, ils sont tous excellents. Vraiment, là, je vous ai mis la crème de la crème. Alors, il y a une petite coquille parce que c'est plus Sendinblue, c'est Brevo, mais vous m'excuserez de la récence de leur changement. Mais là, on a des excellents outils. Ces outils-là, la plupart du temps, Kiliba fonctionne avec eux parce que ce qui se passe, c'est quand on les met en place, ben en fait, on n'a pas le temps de les utiliser à 100%. On s'en sert pour faire de la newsletter. On s'en sert pour faire un petit peu de scénario. Alors, Steph, je ne me permettrai pas de commenter ça, mais effectivement, il y a des bons outils et des moins bons dans le lot. Chacun fait du très bon travail sur ce pourquoi ils sont spécialisés. Par exemple, ShopeeMine, à l'origine, c'est un outil qui est spécialisé dans la relance de panier. Mais quand il s'agit de faire du marketing automation complet et d'avoir toute la data qui revient pour avoir l'email idéal aux bonnes personnes, bah forcément que c'est hyper compliqué. Et surtout, ça nécessite un humain. Ça nécessite une personne, au minimum une personne. Bien souvent, c'est 2, 3, voire 4 personnes en équipe pour travailler et avoir cette réalité marketing à la fin de la communication. Je vais vous expliquer du coup un petit peu comment fonctionne Kiliba, parce que je vous ai pas mal teasé ce qu'on faisait, mais l'idée de Kiliba, c'est de se dire, on ne fait pas de newsletter, on n'envoie pas des emails à tout le monde, on n'envoie pas 100 emails à des personnes choisies, on va envoyer un email par personne. On va véritablement individualiser la segmentation, parce qu'on va réussir à recommander les produits en fonction du comportement de chaque personne. Les templates d'email sont toujours les mêmes. De toute manière, faire des templates hyper personnalisés, c'est une fausse bonne idée parce que derrière, les clients mail vont vous stopper. Si vos emails sont trop lourds, vos emails sont mal écrits, ou il y a des textes qui ne plaisent pas à Google ou à Yahoo ou à Orange ou que sais-je, vous allez passer à la trappe, vous allez être en spam ou vous allez tout simplement ne pas être délivré. Et donc, nous, on vous garantit une délivrabilité. On vous garantit un email avec un template qui soit de la meilleure qualité possible. On est le premier, et pour l'instant, on peut se targuer encore d'être le seul à avoir une IA en natif, c'est-à-dire que c'est notre IA directement qu'on va plugger sur votre site web. Et derrière, on a 23 scénarios qui sont déjà préparés, que vous n'avez à activer qu'en un seul clic et que vous pouvez personnaliser si vous le souhaitez, notamment avec la fonction de ChatGPT, dont on parlera plus tard si vous voulez une petite démo. Mais ça va vous permettre d'avoir une véritable segmentation individualisée et d'envoyer un email unique à chaque personne que vous relancez en fonction de leur comportement. Et ça, c'est assez unique sur le marché. Et on a pris un exemple d'un bijoutier lyonnais qui est notre client depuis quelques années maintenant. C'est l'exemple typique, et peut-être que certains d'entre vous vont se reconnaître dedans ou connaissent même la bijouterie en question. C'était une petite équipe, 2 personnes, dont un webmaster. L'autre, c'était une alternante en marketing. Leur objectif, c'était d'envoyer des emails ultra ciblés. Et je ne me souviens plus quels outils ils avaient, mais je crois que c'était Mailchimp ou Brevo. C'est à peu près la même chose, mais je n'ai pas envie de dire de bêtises. Et en fait, ils avaient des newsletters. Ils avaient créé 3 ou 4 scénarios, mais ils n'arrivaient pas à dépasser les 20-25% d'ouverture et les 2-3% de clics au meilleur, dans les meilleurs cas. Et avec nous, eh ben, ils ont activé 18 scénarios. Donc, ils sont avec nous depuis le 1er mai 2021. Ils ont terminé la configuration le jour même. Et depuis, ils n'ont pas touché à leur outil. C'est pour ça que c'est assez marquant. Et ils sont passés à 54% d'ouverture. Leur panier moyen a évolué de plus de 60%. Et ça crée forcément des clients fidèles. On va parler de la fidélité après. Mais ce que ça a eu comme effet chez eux, c'est qu'en ayant très peu de temps à passer dans l'outil, ils ont réussi
à lancer une stratégie qui va fidéliser et convertir beaucoup plus facilement les clients. Pour faire le parallèle avec Just, tous les éléments de nos emails sont cliquables et ramènent directement sur l'outil. C'est-à-dire que si vous installez par exemple Just et Kiliba, quelqu'un va recevoir le bon produit dans sa boîte de réception. Il va faire un clic pour ouvrir l'email, un clic pour découvrir le produit, un clic pour l'acheter. En 3 clics, il a une expérience fabuleuse. Et derrière, forcément, il va falloir réussir à le retenir. Parce qu'il y a des choses qui se passent mal des fois, il y a des choses qui ne vont pas très bien parce qu'il y a des problèmes techniques. Et c'est là où je vais pouvoir passer la parole à Antoine, qui va vous expliquer quelles sont les meilleures solutions et quelle est la meilleure solution pour retenir le plus facilement ses clients. Merci beaucoup, Antoine. Écoutez, moi, du coup, je vais vous parler un petit peu du support client avec OnePilot et je vais commencer avec une question, un petit sondage. J'aimerais savoir qui parmi vous a mis en place une solution automatique sur le support. Donc, évidemment, c'est un chatbot. Je pense que tout le monde connaît ça. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous répondre. Du coup, on peut passer à la slide suivante. Pourquoi je vous pose cette question ? C'est parce que moi, j'ai une petite citation que je trouve assez intéressante, qui est, en fait, on n'imagine pas rentrer dans une boutique physique sans vendeur. On le sait maintenant, par exemple, McDo, Nespresso, ils ont mis en place des solutions de self-service, mais on a toujours quelqu'un, si jamais on a un problème. Pourquoi ce serait différent en ligne ? Pour vous donner quelques chiffres très rapidement sur le support client, les dernières 24 heures, c'est plus de 47 millions de tickets. Nous, on entend par ticket, ça va être un mail, une conversation de chat, une conversation téléphonique, qui sont créés rien qu'en Europe. On parlait de conversion et de rétention. Moi, le chiffre qui m'interpelle à chaque fois, c'est se dire que ça coûte 9 fois plus cher d'acquérir un nouveau client que de vendre à un client historique. Et c'est pour ça que le service client, malgré un peu la vision qu'on en a, je le vois avec nos clients, c'est souvent considéré comme le parent pauvre. C'est un vrai centre de profit. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans sa stratégie dès le départ. Le rôle du service client, il est primordial. Ça va être avant achat. Voilà, comme je vous disais, pareil que dans une boutique, on a besoin de rassurer les vendeurs sur notre entreprise. On a besoin de rassurer les clients sur nos produits. De plus en plus maintenant, c'est important de savoir où est-ce qu'on produit, quels sont les matériaux. Est-ce que, par exemple, si on vend pour des produits pour enfants, tout ce qui va être allergène. On a besoin d'être disponible aussi pendant l'achat, évidemment avec une solution comme Just. Tous les problèmes de paiement qu'on peut avoir, c'est résolu. Mais on a encore, nous on le voit, énormément de demandes liées à des problèmes de cartes qui ne passent pas, des check-out qui se passent mal. Et évidemment, après achat, tout ce qui va être SAV, forcément des échanges, des retours, mais aussi des suivis de commandes. Votre support client, il faut le voir, en fait, c'est votre image de marque. Là, je rejoins énormément Antoine de Kiliba, du coup, là-dessus. C'est très dur à quantifier. On ne le sait jamais. Nous, on a quelques indicateurs. Forcément, ça va être le CSAC, les Trustpilot. On voit tout ça. Mais votre support client, ça va être la vitrine de votre entreprise. Du coup, les 3 piliers d'un service client, vous avez l'expertise. L'expertise produit, vous l'avez évidemment, mais c'est l'expertise en fait de bien comprendre la demande et réussir à y répondre de manière très précise. La réactivité, 57% considèrent le temps de réponse trop long. Nous, on le voit généralement sur certains de nos clients, quand on commence à travailler avec eux, on est sur des délais de réponse de 24 heures. Jérémy l'a dit, on est dans une société qui va maintenant de plus en plus vite. On veut que les expériences d'achat soient instantanées. Nous, on décide vraiment de se mettre comme target d'avoir un temps de réponse qui est de moins de 15 minutes. On le voit, c'est comme ça qu'on crée un effet waouh. Il y a des difficultés opérationnelles quand on met en place des canaux comme le chat, comme le téléphone. Donc, il faut être en mesure de les assurer. Mais en revanche, fournir une réponse par mail en moins d'1 heure, en moins de 15 minutes, instantanément, le client est rassuré. On a un taux de conversion qui est énorme là-dessus. Et au niveau de la rétention, forcément, l'expérience est incroyable pour vos clients. La disponibilité, extrêmement importante d'être disponible au moment où vos clients vont faire leur achat. Nous, on le voit, c'est 70% des décisions d'achat qui se font sur les week-ends.
Jérémy en parlait très bien. Vous le faites dans votre lit le soir, sur votre téléphone. Vous êtes avec votre ordi, vous avez Netflix d'un côté, vous avez Cézanne, Balzac sur une autre fenêtre. Et c'est à ce moment-là que vous avez des petits achats compulsifs. Et ben, si forcément vous arrivez à répondre à vos clients sur ces créneaux-là, votre taux de conversion est, nous on le voit, on est à plus 25%. Du coup, on peut passer. Parfait. Les attentes, je vous l'ai dit, c'est avoir une réponse qui va être humaine, c'est avoir une réponse qui va être qualifiée, donc réussir à bien identifier le besoin, la demande. On en parlait tout à l'heure avec Antoine, c'est être en mesure de retracer l'historique. Retracer l'historique, ça va aussi vous permettre de personnaliser votre réponse. Faire allusion à une commande passée, faire allusion à un message précédent. Par exemple, quelqu'un qui vous a dit que, je ne sais pas, il partait en vacances à tel endroit, lui demander comment s'étaient passées les vacances. Tout de suite, on passe une dimension qui est supérieure en ayant cette petite touche. Je pense qu'Antoine peut le dire. Je ne sais pas, vous, chez Kiliba, comment vous faites pour... quels sont un peu vos marqueurs pour personnaliser vos mails, justement? Nous, le marqueur, c'est vraiment la lecture du comportement du client. C'est-à-dire le fait, est-ce qu'il est allé souvent sur tel ou tel produit? Et puis, on a développé un ALS. Donc, l'ALS, c'est l'Alternative Learning System. En français, ça peut se traduire par recommandation par similarité des acheteurs. Et donc, en fait, on va aller chercher des acheteurs qui sont similaires, qui ont le même comportement que la personne qu'on veut cibler. Et on va lui recommander finalement les produits que la personne similaire a soit acheté, soit plus visité, soit a mis dans son panier. Très clair. Nous, en fait, on fonctionne un peu pareil. L'idée, c'est de segmenter vos clients, en fait, et d'adapter votre support à cette typologie-là. Forcément, un client régulier, un client qui va être abonné, vous n'allez pas avoir le même niveau d'accompagnement que sur un client qui commande une fois tous les 2 ans. Le support, il doit être adapté à cette typologie-là, et vous devez définir des scénarios de votre service client selon cette typologie. Les 4 clés, nous, qu'on voit pour construire un service client qui va être performant, c'est à la base, pourquoi je vous posais la question au tout début, c'est que nous, on revendique l'humain. L'humain est pour nous au cœur de tout. Donc, il faut une équipe qui va être dimensionnée, évidemment, qui va être capable d'absorber les flux, qui va être capable d'être disponible, d'être formée, et aussi pouvoir anticiper des pics d'activité. Dans le e-commerce, on les connaît tous, ça va être les soldes, fête des pères, fête des mères. Ce genre de pic-là, ça forcément va avoir un énorme impact sur votre support avec un taux de demande qui va augmenter très fortement. Des canaux, il faut pouvoir être disponible sur plusieurs canaux. Aucun client veut avoir juste une adresse mail. On veut pouvoir contacter des entreprises sur les réseaux sociaux, par téléphone, par mail, par chat. Il faut que ces canaux ils soient adaptés à votre clientèle. Évidemment, si vous vendez à des plus de 50 ans, les réseaux sociaux ne vont pas être pertinents. En revanche, le téléphone va tout de suite créer de la réassurance. Et là, vous allez pouvoir vraiment cibler les personnes que vous souhaitez. Il faut piloter son équipe. Forcément, l'idée, c'est de réduire les temps de réponse. On l'a vu, c'est extrêmement important. Nous, c'est vraiment notre cheval de bataille. Il faut suivre la qualité. Donc, il faut vraiment définir une grille très précise. Respect du ton de voix, respect des process, personnalisation des messages. Nous, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. On évalue nos agents là-dessus. Et il faut mesurer aussi la satisfaction, évidemment, avec des entreprises qui le font très bien, Trustpilot, mettre des questionnaires de CSAT, qui vous permettent aussi d'améliorer votre offre de manière quotidienne. Le support, c'est que vous êtes au contact direct de vos prospects, de vos clients, de vos utilisateurs. C'est eux qui vont vous faire grandir, c'est grâce à eux que vous allez pouvoir vous améliorer. Et le support client, c'est la première ligne de récolte des informations. Et les outils, j'en parlais tout à l'heure, c'est extrêmement important de mettre en place le bon outil qui va pouvoir avoir des API avec votre CMS, qui va pouvoir vous permettre de synchroniser les différents canaux, qui va vous permettre de personnaliser avec l'historique de toutes les interactions que vous pouvez avoir. On peut passer à la slide suivante.
Il faut aussi, nous on le voit énormément, c'est le support, c'est des process, on se les passe un peu de bouche à oreille. Ça fait des années que ça se fait comme ça. Il y a un mauvais drive qui traîne quelque part, mais les process ne sont pas à jour. C'est hyper important de les coucher sur papier, sur Notion. Nous, on a notre système natif aussi qui nous permet d'avoir toutes les occurrences. En fait, on a construit des architectures et ça permet d'optimiser ces process et de réduire le taux de contact, en fait. Pourquoi je dis ça? C'est hyper important. Moi, je ne sais pas vous, mais de mon côté, si je dois envoyer 3 mails à un support pour que le problème soit résolu, forcément, je me dis: «Je vais aller me tourner vers la concurrence». Je veux quelque chose qui soit simple. Je veux que j'envoie un mail, on me renvoie mon mail et on me dit: «C'est bon, le problème est résolu». Optimiser vos process, ça permet ça. Du coup, il faut définir une architecture et vous pouvez en fait, cette architecture, elle peut être basée vraiment sur le parcours client en vous disant, bah voilà, les process avant-vente, les process pendant la vente, process après-vente. On peut passer, parfait. Les différents KPIs, j'en ai parlé un petit peu, c'est le temps avant première réponse, le temps avant résolution qui est pour moi encore plus important. C'est, combien de temps vous mettez à résoudre le problème de vos utilisateurs. Le CSAT, le nombre d'interactions, le coût au ticket si vous choisissez une solution d'externalisation avec des agents natifs français comme OnePilot par exemple, et le NPS de vos équipes. Pourquoi on parle de NPS? Nous, c'est extrêmement important pour nous aussi parce que le support, c'est un métier qui est dur. On a affaire à des utilisateurs qui peuvent être mécontents et on voit qu'il y a énormément de turnover dans les équipes de support. C'est très difficile de recruter. Et il faut être en mesure de challenger ces équipes, mais aussi de travailler sur leur satisfaction. Pourquoi? Parce que si eux prennent du plaisir à travailler, ils prendront du plaisir à répondre à vos utilisateurs et forcément, il y aura un impact très positif sur l'expérience client. Du coup, l'externalisation vs l'internalisation. L'externalisation, c'est souvent vu comme quelque chose de mal. Pourquoi? Parce que il y a encore cette image historique un petit peu que les opérateurs téléphoniques comme Orange, SFR véhiculent un petit peu avec quelque chose qui n'est pas quali, très scripté. On répète la question de l'utilisateur pour être sûr d'avoir bien compris. On veut révolutionner ça. C'est en fait l'externalisation, ça ne doit pas être vu comme quelque chose qui va remplacer vos équipes, mais quelque chose qui va les compléter. Ça vous permet d'étendre vos horaires d'ouverture du support, le soir et le week-end par exemple. Ça vous permet de aussi vous soulager des galères opérationnelles. J'en parlais, mais le chat, c'est génial comme canal. En revanche, opérationnellement, c'est très compliqué. Ça nécessite d'avoir des opérateurs qui sont disponibles tout le temps, qui sont en mesure de répondre en moins de 30 secondes. Et ça, forcément, quand vous avez les pauses déjeuner, ce n'est pas possible. L'externaliser, c'est par exemple permettre à vos équipes internes de gérer les mails et d'avoir des opérateurs qui seront disponibles H24 sur votre chat et sur le téléphone. Vous pouvez aussi déléguer des tickets. Nous, on parle toujours niveau 1, 2, 3. Quand je parle niveau 1, 2, 3, c'est niveau 1, c'est vraiment juste des demandes produits. Niveau 2, ça nécessite un accès à votre CMS pour le consulter. Et niveau 3, c'est réaliser des actions sur votre outil back-office. Vous pouvez déléguer juste les niveaux 1 et laisser vos équipes gérer les demandes à plus forte valeur ajoutée, ce qui va aussi booster leur NPS parce que plus challengeant, plus gratifiant. Pour parler très rapidement de OnePilot, nous, on travaille avec plus de 200 clients maintenant, des e-commerçants, mais aussi des acteurs de la mobilité, des acteurs du service bancaire, des assurances. On travaille avec plus de 800 freelances qui sont natifs sur 7 langues. Ils sont sélectionnés et formés par nos soins, évidemment. On offre un support, donc, comme je vous disais, ultra flexible en termes de plage horaire. Le service est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sur n'importe quel canal, n'importe quelle typologie de ticket. Et on est intégré, je pense que c'est la slide suivante, nous, on est intégré avec plus de 50 outils. L'idée, c'est de booster la productivité de nos agents. On offre une facturation en fait au ticket, donc au mail, à la conversation chat, à la conversation téléphonique.
L'idée, c'est qu'on a tout intérêt à booster la productivité de nos agents, ce qui va en fait être complètement aligné avec vos intérêts, parce que en boostant leur productivité, on va vous permettre de réduire vos temps de réponse, réduire vos temps de résolution, et on va tout faire pour limiter le nombre d'interactions aussi. Et ce sera tout de mon côté. Trop bien, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi ces slides. Alors, j'ai vu quelques questions passer au fur et à mesure. S'il y en a d'autres, on peut prendre, on va dire, 4 petites minutes pour y répondre. Vous aurez évidemment par email beaucoup d'informations et puis vous pourrez retrouver le replay du webinaire également à la suite. Il suffit de le demander. Et voilà, je vais vous laisser juste, peut-être, je vois pas mal de monde qui est en train de taper. Je vais peut-être vous laisser poser quelques questions. Je vois qu'on a déjà des réponses. Donc, Marie qui avait posé une question, c'est ça? Exactement. Sur le temps de réponse attendu par les emails. Ouais. Donc, du coup, nous, on le voit, c'est généralement 1 heure le temps de réponse attendu. On essaye de nous avoir 15 minutes pour vraiment avoir cet effet waouh. Ok. Et alors, comment vous le monitorez, le temps de réponse? Vous le monitorez à la réception du message? C'est ça. Ou est-ce que vous le monitorez à la prise de connaissance du message? Non, on le monitor, c'est à la réception du message. D'accord. Les différents outils de ticketing, c'est vraiment ça qu'ils vont mesurer. Après, il peut être un peu biaisé entre si tu fermes un ticket ou si tu le mets on hold. Il ne va pas forcément être dans tes différents outils de ticketing. Il ne va pas forcément être considéré comme résolu et du coup, tes analytics seront un peu faussés là-dessus. Nous, l'avantage avec OnePilot, c'est que c'est dans notre plateforme, on log chaque interaction et du coup, on fournit cette data-là qui est vraiment le delta entre le moment où tu as reçu et le moment où tu as apporté une réponse. Ok, très clair. Très clair. J'avais une question aussi pour Jérémy, parce que je me demandais, en termes d'implémentation et de data, en fait, tu dois avoir énormément de données à la suite de ce que tu fais, parce que forcément, tu sais où cliquent les gens, combien de fois ils ont cliqué, etc. Qu'est-ce que toi, tu peux en faire et qu'est-ce que tu peux apporter aux e-commerçants pour qu'ils convertissent en plus de juste entre guillemets, l'histoire du one-click. Je crois qu'il y a des éléments en plus que tu peux apporter. Côté data, nous, c'est très simple. On va être ISO avec ce qu'a déjà le marchand sur son back-office, c'est-à-dire que tout va remonter de la même manière de son côté. On a dans notre politique RGPD, en fait, c'est très simple. On est co-détenteur des données des consommateurs avec le marchand. Donc, ça, c'est de la co-ownership, on va dire. Après, c'est vrai qu'on peut faire pas mal de choses avec les données, mais aujourd'hui, on est uniquement, limité à un usage statistique interne plutôt que un usage commercial. Ouais, d'accord. Ça répond bien. Je pense que ça répond très bien et je pense que en plus, ça fait vraiment écho avec finalement si on peut trouver un message commun entre nos 3 solutions, donc Just, OnePilot et Kiliba, pour permettre aux e-commerçants de convertir beaucoup plus facilement et de retenir leurs clients, c'est vraiment l'importance du travail de leurs données. C'est ce qu'on répète souvent, c'est que on a l'impression que les e-commerçants sont souvent assis sur des mines d'or et qu'on leur donne pas assez les moyens finalement facilement d'utiliser cette mine d'or pour le convertir et arriver à avoir du chiffre d'affaires. C'est qu'en fait, même au plus petit niveau, c'est-à-dire que dès qu'on a 1000, 2000, 3000 clients, on peut déjà commencer à utiliser ce genre d'outils pour avoir de la conversion, de la rétention. Et parce qu'on a déjà du comportement, on a déjà de la donnée, donc on a déjà des problèmes, donc on a déjà besoin de OnePilot et on peut déjà améliorer l'expérience client, donc on peut déjà utiliser Just. Wassim qui a une question. Concernant les taux de conversion en moyenne entre l'ajout au panier, le paiement initié et l'achat, quel est le taux de déperdition acceptable? Donc ça, c'est plutôt pour Jérémy. Ouais, en fait, ça va osciller évidemment selon plein de paramètres qui ne sont pas propices finalement à l'outil de paiement que tu as mis en place, mais potentiellement aussi à la sensibilité que tu as par rapport au prix de tes produits. C'est évident qu'il y a peut-être plus de réflexion entre une commande à
à je sais pas moi, 800 € qu'une commande à 100 €. Donc, pour ça, nous, les données qu'on a, on est plutôt, ça varie. Mais au-delà de ça, ce qui est acceptable, c'est maximum, c'est 25%. Donc, voilà. On a quand même une déperdition, on ne va pas se mentir, dans le funnel de checkout. Maintenant, là, aujourd'hui, on est à 70%. L'idéal, c'est d'aller à 25%, quoi. Ouais. Nous, ce qu'on dit souvent, c'est ce qu'il faut lire quand il y a s'il y a une déperdition, il ne faut pas le voir comme quelque chose de trop négatif non plus, parce que la déperdition, elle est là parce que peut-être que juste il s'est rendu compte que son compte bancaire était bloqué, peut-être qu'il a discuté avec quelqu'un de sa famille qui lui a dit non mais tu te rends bien compte qu'acheter une échelle 14 000 € c'est un peu trop cher, des éléments comme ça. Donc en fait, on a tous une vie, on a tous un fonctionnement, mais bien souvent, et nous on s'en aperçoit avec l'email, il y a une intention d'achat. S'il y a une intention d'achat, on peut la convertir. Et même si ce n'est pas le produit qui est au panier, même si ce n'est pas le bon panier moyen ou des choses comme ça, en fait, l'intérêt de la relance de panier, en l'occurrence, ce qu'on fait avec Kiliba, c'est aussi de proposer des emails avec des produits qui sont différents, soit complémentaires au premier, soit qui sont différents, mais toujours similaires avec le comportement du client. Et on s'aperçoit que bien souvent, la relance de panier, chez nous, c'est ce qui fait 60% d'ouverture. Et on arrive à avoir des 4, 5, parfois 6, 7% de conversion. Donc, je ne parle pas de clics, hein, on arrive à des 15-20% de clics sur certains de nos clients. Donc, on arrive à avoir 4-5% de conversion sur de la relance de panier. Parce que, en fait, quelqu'un qui met un produit au panier, il est intentionniste. Et que les raisons sont multiples pour lesquelles l'abandon a été fait. Alors, Jean-Marc partage son... Mince, nous vendons des échelles à 14 000 €. Jean-Marc nous explique que chez LPB, on a fait x2 sur le taux de conversion depuis l'installation du bouton Just en mai dernier. Super, ça c'est top. Ça capte 25%. Truc merci de malade. J'espère que tu vas bien. Client en direct, ça c'est génial. Ça fait toujours plaisir. Merci Jean-Marc. Carrément. Mais alors, Wassim, si vous vendez des échelles à 14 000 €, peut-être qu'il faut vendre des accessoires avec et vous allez augmenter votre panier moyen. Mais ça, il faut les proposer. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Combien il t'a payé? Ça vous aide énormément sur la conversion mobile, ouais, absolument. Ça, c'est un élément hyper important. J'ai beaucoup apprécié ça dans ta présentation, Jérémy, aussi. C'est l'importance de la responsivité sur mobile. Nous, dans nos emails, on fait, vous avez la possibilité d'avoir l'aperçu par ordinateur ou sur mobile. Et je vous donne un exemple, une stat que vous devriez savoir, c'est que effectivement, en moyenne, sur une communication marketing et commerciale, c'est 6 scrolls maximum. Et 6 scrolls sur mobile, ça ne représente pas la même taille d'email que 6 scrolls sur ordinateur. C'est hyper important de l'avoir en tête, ça. C'est les 6 scrolls, je me permets, Antoine, je pose une question, moi, du coup, j'en profite. Tes 6 scrolls, tu les comptes aussi sur desktop, du coup? Donc, par exemple, carrément. Le trackball avec la souris. Ok. Ouais, absolument. Et 6 scrolls, et il faut toujours avoir en tête qu'il doit rester des call to action sur le dernier scroll. Ok. On a souvent des emails qui sont pas folichons, comme on dit, où en fait on scrolle à fond et il y a énormément de texte à la fin parce qu'on se dit le mec va jamais aller à la fin et donc je mets le texte qui est le moins intéressant à la fin. Et en fait, c'est hyper fallacieux de faire ça parce que déjà les communications sont toutes lues en Z, c'est humain, c'est un biais cérébral. On commence comme ça et donc le dernier call to action doit être en bas à droite. Et on doit pouvoir baisser un minimum l'email. Donc, idéalement, il n'y a pas de scroll à faire parce que la communication, peu importe la communication, c'est ce que disait tout à l'heure Jérémy sur une page produit. Si tu dois la descendre et tu dois scroller, forcément, en fait, tu vas perdre du monde. Alors que si tu as directement les boutons qui sont mis là où ton écran se situe, tu vas beaucoup plus facilement rattraper quelqu'un ou emmener quelqu'un là où tu veux l'emmener dans ton tunnel de conversion. Tout à fait. Donc là, il y a Jean-Marc qui a été payé énormément par Jérémy pour raconter son expérience. Non, mais je vois il est hyper convaincu. C'est hyper cool, en tout cas, de voir ça. Je ne savais même pas qui venait. Donc, Trop bien. Jean-Marc a fait un super témoignage et je te remercie, Jean-Marc. C'est trop sympa. Je pense qu'on...
avez-vous des exemples de sites avec la solution installée? Alors, quelle solution? Just One Pilot et Equiliba ou Just? Bon, si vous voulez, on se fait un petit call après pour pas spammer tout le monde. Ouais, je pense que c'est la meilleure idée. Je pense qu'on a pas mal répondu aux questions. Peut-être qu'il y en a une dernière. Si on n'a pas une dernière, on va pouvoir clôturer notre super webinar. Je pense que ça a l'air d'être bon. Donc, multiplier le nombre de possibilités de paiement n'est pas néfaste. Non, pas du tout. C'est pour toi aussi, Jérémy, je pense. Non, au contraire. Je pense que ce que font les marques les plus performantes, c'est justement multiplier le nombre de possibilités de paiement. Et encore une fois, ce que disait Antoine tout à l'heure, c'est important de matcher sa clientèle finalement. C'est un peu pareil au niveau du paiement. Si demain, vous me dites que vous êtes une marque française, mais que vous avez 30% de vos ventes en Belgique et 20% aux Pays-Bas, c'est logique que vous devez mettre du Bancontact et du iDeal dans vos solutions de paiement, puisqu'en fait, là-bas, ils ont l'habitude de payer comme ça. Voilà, la France, c'est un marché où, par exemple, ça paye énormément en carte bancaire, alors que dans d'autres pays, ils sont très PayPal. Donc, franchement, il faut vraiment s'adapter à votre clientèle, mais ce que les experts recommandent, c'est le maximum on en met, le maximum on est capable de matcher avec sa clientèle. Je vois la question, il ne faut pas non plus trop détériorer la partie visuelle du site, et c'est pour ça qu'on peut aujourd'hui avoir des méthodes de paiement un peu plus dynamiques qui vont s'afficher en fonction de l'utilisateur. Donc voilà. Très bien. Merci Jérémy, merci Antoine, merci tout le monde d'avoir participé à notre webinaire. Vous retrouverez les questions, vous pouvez les poser par email. Vous avez retrouvé normalement, il y a des liens qui vous ont été envoyés dans la conversation. Vous aurez un email avec le replay et la possibilité de répondre avec des questions, et on pourra avec grand plaisir continuer les échanges, que ce soit stratégique ou pour faire des démos dans la semaine qui vient. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire, et puis bon appétit tout le monde. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.